Bien, bonjour, nous allons commencer, même s'il n'y a pas encore énormément de monde dans cette salle. On peut espérer que les gens vont arriver progressivement. Bienvenue à cet événement qui est organisé dans le cadre des célébrations du 40e anniversaire de l'EHESS et qui porte sur les relations entre sciences sociales, expertise, action publique, critique. Alors, hier, j'étais à l'après-midi du colloque qui était dédié justement à la critique dans les sciences sociales. Et il y a une transition parfaite qui a été amenée avec cette matinée, puisque quelqu'un a fait la remarque dans la salle que nous étions dans l'amphithéâtre François Furet et que François Furet avait été un instigateur d'un des premiers think tanks à la française, à la Fondation Saint-Simon. Et puis cette personne donc, posait la question des caractères problématique de ce type d'initiative par rapport aux fonctions critiques en sciences sociales. Ce qui est intéressant, c'est que visiblement cette question a pris complètement au dépourvu l'ensemble des éminents collègues à la table et donc n'a pas du tout trouvé de réponse, n'a pas initié de débat. Alors on va essayer justement de parler de ces dimensions-là ce matin. Et puis on a voulu le faire dans une perspective résolument comparative, même si ça aura certainement un aspect un peu kaléidoscopique, en invitant à la fois des collègues français qui sont de diverses disciplines à l'intérieur des sciences sociales et qui ont des expériences sans doute également très diversifiées du point de vue du rapport entre sciences sociales et action publique, par exemple, et puis plusieurs collègues étrangers de différentes provenances, puisque l'idée qu'on avait était d'essayer de donner quelques éléments de comparaison avec des régions comme la Scandinavie, l'Amérique du Nord, pays anglo-saxons, mais dans le cas de l'Amérique du Nord, Daniel Bellan, qui co-organise cette matinée avec moi, est canadien, et puis donc on retrouve des différences assez intéressantes entre ce qui peut se passer dans le Canada anglophone de ce point de vue, et puis au Québec. Donc dimension comparative, et puis aussi on a choisi la forme d'un débat, c'est-à-dire de table ronde, en essayant d'avoir une large part dédiée au débat à l'intérieur de ces tables, et puis avec le public s'il veut bien venir, en tout cas avec vous. Voilà, donc je présenterai les différents invités au moment où l'on passera aux tables rondes. Et puis nous allons commencer cette journée avec une conférence. Avant cela, je voulais remercier d'abord les organisateurs le comité d'anniversaire, Cyril Lemieux, qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour que ce type d'événement puisse avoir lieu. Et puis également le CESPRA, le Centre Raymond Aron, qui est un des co-organisateurs, et puis le LABEX TEPSIS, tous ces organismes ont aidé à financer et puis à permettre l'interprétation de cette matinée. Donc je demanderai à la fois aux participants et puis au public lors des questions d'essayer de veiller à parler distinctement de manière à ce que cette interprétation puisse avoir lieu dans de bonnes conditions, à la fois pour nos collègues anglophones et puis dans l'autre sens. Donc je disais que nous allons commencer par une conférence introductive et nous avons demandé à Dominique Schnapper si elle voulait bien se prêter à cet exercice d'essayer de réfléchir à ces questions des rapports entre sciences sociales. Alors on pourrait dire expertise, le titre était déjà long, expertise, action publique, on aurait pu dire engagement également. Dominique Schnapper, je n'ai pas besoin de la présenter trop longuement, sociologue, directrice d'études à l'EHESS,
bien connu pour ses travaux sur l'intégration, sur la construction nationale, sur la citoyenneté. Et Dominique Schnapper a été aussi, vous le savez, alors, membre de différentes commissions publiques, mais elle a été la première sociologue, à proprement parler, à rentrer au Conseil constitutionnel entre 2001 et 2009, même s'il y avait eu quelques universitaires avant elle qui avait fait partie du Conseil. C'était effectivement la première sociologue. Et si mes souvenirs sont bons, la 4e femme aussi au sein de cette institution. Alors, dans votre ouvrage, d'ailleurs, que vous avez consacré à cette période au Conseil constitutionnel, une sociologue au Conseil constitutionnel, paru en 2010, vous écrivez d'ailleurs dans les premières pages que la plupart des conseillers, je cite, étaient insensibles, indifférents aux sciences sociales, et que cela révèle une absence d'échange entre le monde des sciences sociales et celui de la politique, dont le Conseil constitutionnel fait partie de ce point de vue. Alors en même temps, on peut dire que cette institution, elle a été très utile et pour une branche universitaire, le droit constitutionnel, et d'une certaine manière aussi en lien avec la science politique. Mais effectivement, vous étiez la première sociologue à y rentrer. Alors, donc cette question, vous allez sans doute en parler, cette question de l'indifférence aux sciences sociales et de l'utilité éventuellement de ces sciences sociales dans votre parcours au sein de cette institution, mais peut-être dans d'autres circonstances liées à l'action publique ou au conseil ou à l'expertise. Je vous laisse donc la parole pour une demi-heure et puis nous passerons ensuite aux tables rondes. Merci beaucoup. Merci. Oui, alors depuis Max Weber, on débat de la vocation du sociologue et du savant. Je ne rappellerai pas ce texte canonique et le fait qu'en termes idéal typiques, il faut distinguer l'un et l'autre. Mais cette distinction n'implique pas qu'il n'y ait pas de lien entre l'une et l'autre. Et il me semble que la science que Max Weber concevait devait servir à l'homme d'action. Et la position weberienne rejoint celle de Durkheim, qui est bien connue, et la phrase de la préface de la division du travail social: nous estimerions que nos recherches ne méritent pas une heure de peine si elles ne devaient avoir qu'un intérêt spéculatif. Donc, il voyait le rôle du sociologue comme celui d'un pédagogue, puisqu'à un autre moment, il a écrit « Nous devons être avant tout des conseilleurs, des éducateurs ». C'est-à-dire que les deux auteurs qui ont fondé la tradition sociologique ont pensé que la connaissance qui était élaborée par le savant, je reprends le terme de Weber naturellement, pouvait aider l'acteur politique à prendre des décisions, disons, raisonnables ou éclairées, et que le métier qu'ils exerçaient pouvait aider leurs contemporains, les servir. Et de ce point de vue-là, leur position n'est pas fondamentalement différente, même si c'est dans un vocabulaire et dans un style qu'il est. Alors, on pourrait, dans le style moderne, interpréter ça en termes, disons, psychologiques, sur la nostalgie éventuelle de l'action politique, dans le cas de Weber, sur le besoin de croire à l'utilité de son activité, dans le cas de Durkheim, mais je pense qu'il faut laisser de côté ce type d'interprétation, même s'il ne faut pas négliger que beaucoup de sociologues sont en réalité des acteurs politiques qui ne l'ont pas été, ou éventuellement des travailleurs sociaux, c'est-à-dire qui entretiennent le rêve ou la nostalgie d'une forme d'action politique. Alors, je voudrais juste dire un mot abstrait avant de passer à mes expériences. Le lien est étroit entre la sociologie et la démocratie, et la meilleure preuve en est que dès qu'on est dans un régime autoritaire, c'est une discipline qui est soit supprimée, soit vassalisée. Et on comprend qu'il y ait ce lien, disons, essentiel, puisque c'est une société qui ne comporte aucune légitimité extérieure à elle-même et qui repose sur l'idée que c'est aux hommes, aux individus, aux acteurs sociaux de créer leur propre société. Et par conséquent, le projet sociologique de connaissance de la société
que formule et que déploie la sociologie et a nécessairement, sinon une dimension immédiatement politique, du moins un horizon politique. Il est clair que travailler sur les inégalités, auxquelles se consacre une bonne partie des chercheurs en sciences sociales, a par définition un horizon politique dans une société qui se donne comme un de ses fondements le principe de l'égalité. Alors, si toute activité sociologique a un horizon politique, il n'en reste pas moins que la distinction idéale typique continue à exister entre, d'un côté, la recherche libre de la vérité, qui est le projet du sociologue, et l'action politique elle-même. Alors, je ne vais pas entrer dans la discussion théorique. D'abord, il y a vraiment toute une tradition là-dessus, et j'aurais peur de ne pas la renouveler suffisamment. Et puis je pense que profondément, la connaissance sociologique et l'action politique, le rapport entre les deux, reste un problème qui n'a pas de solution théorique qui soit simple ou définitive. Et j'adopterais volontiers la formule de nos amis québécois en disant qu'il faut faire des accommodements raisonnables dans la pratique entre ces deux exigences. Alors, comme en bonne sociologue, enfin j'espère en bonne sociologue, c'est-à-dire qui fonde ses interprétations sur l'enquête ou sur l'expérience, je voudrais donc simplement apporter ma pierre en vous faisant part de deux expériences, c'est-à-dire les deux expériences les plus marquantes que j'ai pu faire, non pas dans l'action politique, puisque ma seule action politique a toujours été de voter à toutes les élections, mais dans une collaboration, même si elle a été assez indirecte, à l'action politique. Et je voudrais évoquer deux de ces instances, dont la Commission de la nationalité en 1987-88 et ma participation à l'activité du Conseil constitutionnel que vous avez évoqué entre 2001 et 2010. Dans les deux cas, j'ai été nommée parce que j'étais sociologue et en tant que sociologue. Et donc, il me semble qu'on peut se poser la question de voir ce que j'ai pu faire, non pas en tant que personne, mais en tant que sociologue, disons, de bonne volonté et de conviction républicaine, pour prendre le terme habituel en France. C'est-à-dire, comment peut-on participer en tant que sociologue et surtout, ce qui est plus intéressant, comment évaluer le résultat de cette participation. Alors, je reviens à la Commission de la nationalité pour nos amis étrangers et pour les jeunes, je ne sais pas s'il y en a d'ailleurs, mais enfin, il faut tout de même rappeler un petit peu dans quelles circonstances s'est réunie cette commission, d'autant plus que, par une bonne chance et tenant compte du programme de l'École des hautes études en sciences sociales, Nicolas Sarkozy a remis le sujet d'actualité depuis 48 heures. Alors vous voyez comme les choses tombent bien, parce qu'on n'en parlait plus depuis des années. Bon, donc l'expérience n'est peut-être pas sans intérêt. Donc elle a été réunie en juin 87 dans une situation de cohabitation fort dure entre François Mitterrand, président de la République, et Jacques Chirac, Premier ministre, à la suite de l'élection de 86. Alors, on était dans une situation où on était dans la première décennie où le Front National exerçait sa pression sur la scène politique en général et en particulier sur les partis et l'électorat de droite. Et le président de la République, le Premier ministre, cherchant à récupérer, ce qui est de bonne guerre démocratique naturellement, cherchant à récupérer les voix qui s'étaient portées sur le Front National au cours de l'élection législative de 86, avait préparé un projet de loi sur la nationalité qui modifiait certains articles du Code de la nationalité dans un sens restrictif, puisque nous avons un Code de la nationalité qui est très ouvert, et donc tous les projets de modification vont dans le sens de la restriction. Et il y avait une mesure sur laquelle s'étaient focalisés les débats publics, qui était l'article 44, qui, je vous dis en deux mots, l'article 44 permet aux enfants d'étrangers nés sur le sol français et ayant résidé pendant 5 ans avant leur majorité, entre 11 ans et la majorité, de devenir automatiquement français. Et c'est autour de cette automaticité que s'étaient noués les débats autour du projet du Premier ministre. Alors, le Premier ministre voulait restreindre
ce droit, plutôt cette automaticité du droit, c'est-à-dire qu'il se proposait de garder, de laisser donc à ces jeunes, par définition, puisque c'est à la majorité que le problème se pose, d'obtenir la nationalité française, mais elles devraient, pour que ce droit fût effectif, manifester leur volonté de devenir français, alors que jusque-là, la manifestation de la volonté, c'était pour refuser de devenir français. Alors, les débats étaient passionnés et le combat politique se déroulait à front renversé. C'est-à-dire que la gauche s'opposait évidemment au projet du Premier ministre, d'autant plus que l'élection de 88 était dans l'horizon et que le président de la République entretenait habilement ce qu'on peut appeler un débat. Et donc la gauche défendait des positions tout à fait contraires à sa tradition, puisqu'elle refusait un projet qui était fondé sur l'idée de volonté, alors que la tradition de gauche sur la nationalité est de faire la part la plus grande à la volonté par rapport au Blut und Boden, ou par rapport à l'hérédité. Alors, elle se trouvait dans une position... un petit peu difficile, mais enfin, qui ne la gênait pas fondamentalement, et elle dénonçait la complaisance de Jacques Chirac et de la droite à l'égard du Front National. Là, on se trouvait en bonne position. Alors, devant l'opposition, et dans cette situation de cohabitation, le gouvernement a retiré son projet de loi et pour ne pas perdre entièrement la face, il a pris la décision de réunir une commission de sages. Alors ce qu'on appelle des sages, c'est des gens qui ne sont pas engagés dans le combat partisan, hein, ils n'ont aucune sagesse particulière, mais en fait, afin de débattre plus sereinement d'une éventuelle modification du droit de la nationalité. Alors cette commission a été présidée par le vice-président du Conseil d'État, Marsolon. Elle a été adoptée avec scepticisme, avec beaucoup de critiques, dès sa formation. Plusieurs intellectuels de renom refusèrent d'y participer. C'est assez drôle d'y repenser rétrospectivement. Alain Finkielkraut avait expliqué que Chirac était fasciste, donc il ne participerait pas à cette commission. Je le dis, c'est simplement pour vous donner un écho de la scène politique. C'est l'avantage de vieillir, c'est qu'on voit des transformations. Elle était formée d'une majorité d'universitaires, 4 juristes, mais pas le spécialiste de l'homme, enfin c'est un détail, du droit de la nationalité, mais enfin 4 juristes, 3 historiens, dont au moins un de l'École des hautes études, 2 sociologues, tous les 2 de l'École des hautes études, Touraine et moi, sur 15 membres. Et elle a rédigé en 6 mois un rapport dont je continue à penser, bien qu'il soit évidemment critiqué par mes chers collègues, qu'il était qui était en tout cas informé et plutôt raisonnable, et qui a été adopté à l'unanimité. Alors, comme nous étions des gens extrêmement modernes à l'époque, il y a eu une innovation technique, c'est-à-dire que des débats en tout cas, ont été présentés à la télévision. Ça ne s'était jamais fait, et ça a été un moment de progrès technologique qui, aujourd'hui aussi, paraît un petit peu rigolo. Bon, donc aucun de nous n'était compétent sur la question. Donc, une première phase d'apprentissage du Code de la nationalité. Et comme toujours, l'administration française, ça n'est pas simple, le Code de la nationalité. Je vous le dis tout de suite, dans le détail, il faut vraiment y travailler. Ensuite, discussion entre les membres de la commission sur les grandes options du rapport, la télévision, puis... donc les bandes ont été enregistrées, diffusées dans des associations civiques, commentées dans la grande presse. Il y a eu quelques moments d'émotion qui ont agité la scène française, les larmes de Pierre Chaunu lors du témoignage du patriotisme des enfants de Harki, le clash avec le représentant du Front National, naturellement ça faisait partie de... Bon, et finalement, tout ça a été traduit dans le rapport final. Alors, le rapport final... ça a été assez partagé, c'est-à-dire que tous les spécialistes universitaires, les juristes et les sociologues de l'immigration ont été plus ou moins réticents. Harlem Désir, qui était alors président de SOS Racisme et qui était partisan déclaré du droit du sol simple, ce qui est une absurdité, on le sait, sur le modèle américain, ils en souffrent beaucoup maintenant. Enfin, bon. Donc, il a condamné la proposition concernant l'article 44
Et il a trouvé que le rapport était trop restrictif, comme beaucoup de militants qui continuaient à affirmer que l'automaticité de l'article 44 ne devait pas être remise en cause. En revanche, à droite, on l'a trouvé beaucoup trop généreux, beaucoup trop ouvert. C'était normal, mais je veux dire, les critiques n'ont pas remis fondamentalement en question la bonne réputation de la Commission, et un certain hommage a été rendu au sérieux de son travail. La meilleure preuve, c'est qu'il y a eu une caricature de Plantu en faveur des conseillers et enfin des membres de la Commission et du rapport. Alors, un certain nombre d'années que je ne préciserai pas après, il me semble que ce rapport avait un certain nombre de qualités, parce qu'il inscrivait ses analyses et ses propositions dans l'histoire longue de l'immigration et du droit de la nationalité. De ce point de vue, la collaboration des historiens et des sociologues me paraît avoir été digne d'être considérée. Il prenait un parti très clair en faveur de l'intégration des descendants de migrants et conférait au droit le rôle à la fois de reconnaître et d'accélérer ce processus. C'est-à-dire que quand on a dit ça devant M. Chirac, j'ai vu qu'il ne comprenait pas très bien ce qu'on lui disait. Mais il affirmait des propositions concrètes sur la nécessité et la valeur de l'intégration des descendants de migrants, ce qui aujourd'hui va de soi, mais à l'époque n'allait pas de soi. Et de ce point de vue-là, il l'a tout de même, il me semble, inscrit dans la réflexion commune. Alors, sur l'article 44, il proposait que cette manifestation de la volonté existe, mais qu'elle soit très, très facile à toute occasion, et qu'elle soit encouragée par des dispositions d'accueil, aussi simples que possible aussi, mais pour favoriser cette intégration. Alors, si on avait lu le rapport, il y avait vraiment beaucoup d'éclaircissements. Naturellement, les gens n'ont pas lu le rapport, les journalistes n'ont pas lu le rapport, et l'écho médiatique a porté uniquement sur la modification de l'article 44, alors que tout le sens du rapport était justement de dire que le problème n'était pas seulement celui de l'article 44, mais la simplification des médias a été évidemment plus forte que nos propositions. Alors, on était tout à fait dans le rôle que dit Durkheim, hein, des conseilleurs, des éducateurs. Ça. Bon, alors maintenant, résultat, ce qui tout de même est important. Des éléments de connaissance, des éléments d'éclairage, oui. Ça a fait écho au Canada ou en Angleterre, où de grandes commissions jouent ce genre de rôle. Et je crois que ça a été une des premières fois où ça a eu lieu en France. En même temps, du côté des universitaires, des académiques, très peu d'intérêt pour ça. À l'École des hautes études, le centre de Touraine a organisé une réunion sur le rapport. Peu de collègues ne sont venus. Les sociologues n'ont pas beaucoup de patriotisme disciplinaire. Alors, en ce qui me concerne, je ne m'étais jamais posé aucun problème moral ou déontologique pour participer à la commission. À partir du moment où la commission était tout à fait libre du déroulement de ses travaux et de ses analyses, et la présence du vice-président du Conseil d'État garantissait qu'elle l'était, je ne voyais vraiment aucune raison, en ce qui me concerne, de ne pas mettre mon savoir modeste et ma réflexion également modeste au service, disons, d'un éclaircissement de la question. Et il va de soi que j'aurais eu cette position, quelle qu'ait été la couleur du gouvernement qui m'aurait sollicité. Alors, le rapport avait été adopté à l'unanimité. Grande critique chez nos collègues du fait qu'il y avait l'unanimité. Ça voulait dire que ça avait été dépolitisé. Et par conséquent, ça avait enlevé les véritables dimensions du problème, qui était un problème spécifiquement politique. Et c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il se réfère à une conception de la société sous forme de conflits qui sont inexpiables et qui n'acceptent pas, d'une certaine façon, le rôle de conseiller. Il me semble que dans d'autres pays, mais la journée ici viendra apporter les nuances qu'il faut, les sociologues acceptent mieux que sur un problème particulier, un consensus puisse éventuellement s'établir entre les chercheurs, même si par ailleurs, ils ont évidemment des options politiques ou philosophiques qui sont différentes. Alors, le résultat, donc voilà du côté des chercheurs,
Du côté politique, étant donné qu'on avait remis le rapport en 87 et qu'en 88 il y avait une élection présidentielle, rien ne pouvait être fait. À la suite de cette élection présidentielle, Rocard était pour l'application du rapport, mais Mitterrand était contre, et donc rien ne s'est fait. Retour de la droite en 93. Le garde des Sceaux, M. Méhaignerie, qui était une personnalité très respectable, mais qui manquait un peu de souffle et d'inspiration, a appliqué à peu près les dispositions qui étaient proposées par le rapport, mais en même temps, il a laissé tomber du rapport tout ce qui accompagnait la décision. Donc, d'une certaine façon, Alain Touraine a pu écrire qu'il y avait trahison du rapport. Il n'y en avait pas dans la lettre, mais c'est vrai qu'il y en avait un peu dans l'esprit et dans le style. Bon, la loi a été votée et appliquée. Marsolon, donc le président de la commission et vice-président du Conseil d'État, est venu parler devant la commission des lois, et chaque fois qu'il répondait, Mazot m'a dit, qui était de la commission des lois, oui, il se disait la commission aurait pensé que, c'est-à-dire qu'il invoquait l'esprit de la commission et non pas son nom personnel. Dans les années qui ont suivi, donc, le nombre des jeunes étrangers qui ont bénéficié de l'article 44 n'a pas été inférieur à ce qu'il était avant la réforme. Donc, la modification du Code n'avait pas exclu de la nationalité française les jeunes étrangers nés et scolarisés en France. Et dans leur majorité, ils n'avaient pas trouvé la disposition scandaleuse, ou en tout cas, ils l'avaient respectée. Alors, l'opposition de gauche ne désarmait pas pour autant. Tant l'article 44 avait pris valeur symbolique, et tant les propositions et dispositions et analyses qui l'accompagnaient dans notre rapport avaient été évacuées. Et donc, quand la gauche est revenue au pouvoir, la garde des Sceaux, Madame Guigou, a fait adopter par une nouvelle loi le retour à l'automaticité de l'acquisition de la nationalité par l'article 44. Alors, sagement, jusqu'à il y a 2 jours, la droite revenu au pouvoir n'a pris aucune décision législative sur le sujet, et l'article 44 a perdu provisoirement sa valeur symbolique, et nous sommes revenus à la situation d'avant 86-87. Alors depuis 2 jours, c'est de nouveau d'actualité, on repense à revoir l'article 44 dans un mode descriptif. Alors, quel bilan ? D'un point de vue juridique, le bilan est nul. 10 ans de débats passionnés, plusieurs modifications juridiques, et nous revenons à la situation de 87. Le rapport, le succès a été momentané, et on ne peut pas dire qu'à long terme, il ait réussi vraiment à élever le niveau du débat public rationnel par lequel se définit, selon Habermas, la pratique démocratique. J'avais tout de suite été frappé en 88 du peu d'écho qu'avait l'effort des analyses pour donner un véritable contenu au débat, au lieu de sortir des positions des uns et des autres qui étaient figées par la logique partisane. Alors, les journalistes ne sont pas seuls responsables. Ils pensaient, ou en tout cas ils pensaient savoir, que la diffusion des connaissances et des dispositions juridiques accumulées par le rapport ne passerait pas dans le public, que ça ennuierait tout le monde, et donc ils n'y ont pas fait écho. Quant aux hommes politiques, vous l'avez vu à travers l'épisode, aux militants, ils étaient dominés par la logique partisane. Alors, en ce qui me concerne, l'expérience a été précieuse, mais si je fais le bilan de la contribution à la vie publique, elle a été faible, sinon nulle. Et pourtant, la commission de la nationalité est restée un espèce de modèle. Parce que chaque fois qu'on faisait une commission, on disait, mais alors comment ça se passait dans la commission de la nationalité? Alors, si on veut être tout à fait optimiste, on peut penser qu'il restait un minimum de pacification du débat sur le sujet. Soyons optimistes. Bon, alors ma seconde expérience, j'irai beaucoup plus vite, puisque d'abord je l'ai beaucoup raconté, et puis c'est plus simple. Donc, membre du Conseil constitutionnel pendant le mandat de 9 ans, qui est le mandat normal, j'ai contribué, j'étais une voix sur 9, modestement mais régulièrement, à adopter les décisions de cette instance. Mon expérience a été avant la transformation de 2008, qui par une révision constitutionnelle a introduit les questions prioritaires de constitutionnalité. Alors, en ce qui me concerne, j'ai passé je ne vous dirai pas ce que fait le Conseil, vous devez le savoir, autrement il faut le regarder. J'ai passé au Conseil, du point de vue professionnel, 9 années
tout à fait agréable parce que j'ai appris une nouvelle matière intellectuelle. J'avais bien fait du droit constitutionnel, mais étant donné mon âge, c'était celui de la 4e République, ce qui ne m'aidait pas beaucoup, parce que la 5e a beaucoup changé. Donc, j'ai appris le droit constitutionnel, et les vieux profs, ils sont toujours étudiants, donc ils sont très contents d'être obligés d'apprendre une nouvelle matière. J'ai participé à un milieu social qui n'est pas celui auquel j'appartiens professionnellement, celui de la haute fonction publique et des politiques. Autre avantage, cette expérience enquête m'a donné l'occasion d'un travail sociologique dont il n'y a pas de précédent, parce que, à ma connaissance, dans aucun pays, une sociologue n'a participé aux travaux d'une cour constitutionnelle. Ce qui montre bien que le Conseil constitutionnel n'était pas encore très sérieux à l'époque, parce qu'il n'y a vraiment aucune raison qu'il y ait une sociologue qui y soit. Mais bon, j'ai profité de cette circonstance. Je précise que j'ai eu, avec tous les autres conseillers, j'ai eu 3 présidents successifs, et tout le personnel de la maison, les relations les plus cordiales et même quelquefois amicales. C'est dire qu'aucune forme de déception, puisque pour moi ça n'a été qu'avantage, au singulier et au pluriel, aucune forme de déception ou de ressentiment ne vient interférer avec les réflexions que je vous propose. Je n'ai jamais eu le sentiment que ma qualité de sociologue intervint d'une façon ou d'une autre dans ces relations ni dans ma pratique. Au début de mon mandat, ayant été nommé comme sociologue, j'ai tenté de proposer quelques propos un peu sociologiques au cours des délibérés. Je me suis dit, puisqu'on m'a nommé comme sociologue, il faut peut-être que j'apporte quelque chose en tant que sociologue. Mais le président Guéna, fort courtoisement, parce que c'était son style, mais extrêmement fermement, m'a dit « ça, c'est une affaire pour la doctrine ». Et donc, ce n'était ni le lieu, ni le moment de faire d'autres considérations de « qu'est-ce qu'on décide ». Alors, toute considération d'un autre ordre de qu'est-ce qu'on décide était vraiment pas du tout de l'ordre des conseillers, mais de la doctrine, parce que la perception de la haute fonction publique des professeurs et même des professeurs de droit, c'est nous faisons le droit par notre action, et puis derrière, il y a les profs qui coupent les cheveux en 4 et qui font des commentaires, avec un mépris absolument évident pour la seconde catégorie. Alors, toujours dans mon désir de bonne volonté, mon côté bon élève, quand il y avait des problèmes soulevés qui vraiment étaient dans l'ordre de ce sur quoi j'avais travaillé, par exemple sur les statistiques ethniques, sur les quotas, ce genre de problème, je disais au rapporteur, on ne me les donnait jamais. Je disais au rapporteur, est-ce que vous voulez voir quelques textes? Les miens, mais ceux d'autres personnes aussi. Alors comme on était très polis dans la maison, on me disait avec plaisir, ça. On citait dans le rapport, personne n'en tenait le moindre compte, sinon de me remercier au cours du rapport. Alors, cette expérience, Bruno Latour, quand il a fait son enquête sur le conseil d'administration, a constaté comme moi qu'il y avait une totale ignorance des sciences sociales, un manque d'intérêt complet. On s'intéresse ni aux sciences sociales. À la limite, on ne sait pas très bien que ça existe. Sinon, Madame Pelletier, qui alors elle pensait que la sociologie répond à tout. Alors chaque fois qu'il y avait le moindre problème, général, politique ou particulier, elle disait « mais que dit la sociologue ?» Mais ça, elle disait rien. Je veux dire, c'était des sujets qui n'étaient pas de l'ordre de la sociologie. Alors c'est entre l'ignorance totale et une espèce de côté sociologue, ça invente tout. Il n'y avait pas de part. Alors tout ce qu'ils connaissaient, c'était quelques intellectuels médiatiques, et les chercheurs en sciences humaines, ils ne connaissaient ni le sens de leur activité, et ils ne cherchaient pas d'ailleurs à la connaître. Et disons, le mépris de ce monde de la haute administration et de la politique a été une expérience. Bon, alors si je fais le bilan de cette expérience, en ce qui me concerne, totalement positif, puisque personne n'a eu cette enquête qualitative de 9 ans sur cette institution, ou sur une institution de ce type. J'en ai tiré un livre, ce qui pour un universitaire est quand même l'essentiel. Voilà. Alors, conclusion et questions pour la journée. Qu'en tirer? En France, le monde politique, au sens large du terme, c'est-à-dire la haute administration, comme vous savez, le monde politique et la haute administration sont très proches l'un de l'autre, ignore la recherche en sciences sociales. Il n'a pas le sentiment que les sociologues, je prends ça au sens large du terme, soient susceptibles de l'éclairer et de l'aider dans son action. Alors, les sociologues ont-ils leur part de responsabilité? En France, la critique est beaucoup plus radicale que dans d'autres pays.
Et donc, d'une certaine façon, cette critique radicale, si elle était connue de la haute fonction publique, leur donnerait certainement le sentiment qu'elle n'est pas très utile à leur action. Donc, l'idée weberienne ou l'idée durkheimienne ne correspond pas, disons, à l'expérience qu'en tant qu'observateur, on peut faire. Alors, c'est vrai que la consultation des intellectuels est mentionnée dans les médias, le déjeuner d'intellectuels ou dîner d'intellectuels. Si j'avais le temps, je pourrais vous raconter quelques anecdotes là-dessus avec les intellectuels, font partie, c'est comme d'écrire un livre, hein, ça fait partie de la carrière d'un politique qui a quelque ambition. Mais sur mon expérience, ils ne sont ni écoutés ni entendus. Et d'ailleurs, j'en trouve un indicateur objectif dans la prolétarisation des professeurs de l'enseignement supérieur par rapport aux hauts fonctionnaires, en particulier le Conseil d'État, dont les conseillers d'État avaient le même traitement que les professeurs d'université au début du XXe siècle. Ils ont maintenant des traitements qui sont 4 fois plus élevés. Je précise qu'ils sont 200, ce qui facilite les choses. Bon, et enfin, s'agissant la création de l'ENA a eu pour effet pervers de donner au monde du politique et de la haute fonction publique le sentiment qu'ils ont de la culture, et par conséquent, ils facilitent cette évacuation du rôle que pourraient jouer les chercheurs. Alors reste la question, est-ce que c'est la France ou est-ce que c'est la démocratie en général? Alors, je voudrais vous lire une phrase de Tocqueville en faveur de l'idée que c'est la démocratie. Dans les siècles où presque tout le monde agit, on est donc généralement porté à attacher un prix excessif aux élans rapides et aux conceptions superficielles de l'intelligence, et au contraire à déprécier outre mesure son travail profond et lent. Bon, si les chercheurs de sciences humaines font du travail profond et lent, donc il y a peut-être une raison fondamentale à la démocratie. Mais je pense qu'en France, c'est accentué par la professionnalisation du monde politique, c'est-à-dire qu'on entre dans la politique à 16 ans au lycée et on en continue toute sa vie. Par conséquent, on n'a pas d'expérience, cette expérience qu'on a aux États-Unis d'hommes politiques qui passent des affaires à l'université et au monde politique. Et je pense que cette professionnalisation contribue à cette ignorance réciproque. Il y a effectivement sans doute la position des chercheurs, plus radicaux que dans d'autres pays, l'effet pervers de l'ENA. Mais voilà ce que je peux vous dire le cas français. Alors pour finir sur une note un tout petit peu optimiste, l'année dernière, on m'a demandé de participer à une commission sur le comptage des manifestants. Vous savez que la police dit 10 000 personnes et les organisateurs disent 1 million. Alors ça commence à être un petit peu ridicule. Donc le préfet de police m'a demandé de présider une commission de 3 personnes que j'ai faite avec Daniel Gaxi, un statisticien. Nous avons fait un rapport pour expliquer que les chiffres de la police sont de bons chiffres. Et la dernière manifestation, l'écart n'était plus de 1 à 10, mais de 1 à 1,5. Et donc, le préfet de police m'a envoyé un mail de remerciement. C'est modeste, mais que voulez-vous, on fait ce qu'on peut. Merci. Merci beaucoup pour ces réflexions introductives, je crois, et claires sur les limites de certaines formes de participation à l'action publique. En même temps, sur le cas de la nationalité, vous avez évoqué la révision à la fin des années 90 sous la gauche. Il me semble qu'un sociologue avait joué un rôle pas tout à fait... enfin un rôle relativement important dans cette révision, c'était Patrick Weil. Et donc effectivement ce serait intéressant de comparer les expériences à une dizaine d'années d'intervalle. Alors vous avez évoqué quelques points qui pourront être des points d'accroche à la réflexion de cette demi-journée, hein, la question est-ce que c'est effectivement la France, est-ce que c'est la démocratie, quelle est la place de la temporalité des différentes activités, cette relation au temps, elle me semble tout à fait importante, et évidemment celle des formes de carrière et de la porosité éventuellement entre les différents univers, du passage de l'un à l'autre. Je crois que c'est là un des éléments tout à fait importants des différences entre les pays que nous allons observer. Alors on a le temps de prendre une ou deux questions maintenant, et on pourra revenir à l'exposé de Dominique Schnapper durant la discussion de la première table ronde. Est-ce que
si quelqu'un souhaite poser une question à ce moment. Bonjour, merci. J'aurais une question très précise. Je suis enseignant en banlieue et je fais l'observation, j'ai enseigné dans différents lycées et collèges, sur le problème de la perception de la nationalité, donc des jeunes élèves. Est-ce que les débats qui ont été réalisés, est-ce qu'ils ont été translatés, disons, au niveau des lycées, des collèges? Est-ce que vous avez pris en compte la difficulté, la volonté d'assimilation des populations? La diffusion a été, je crois, inégale selon le cas, puisqu'elle dépendait de la volonté des enseignants. Si vous voulez. La diffusion, il y a eu des bandes, enfin, à l'époque, c'était des bandes dont on a su qu'elles avaient été diffusées dans certains lycées quand les professeurs souhaitaient organiser un débat sur le sujet, dans certaines associations civiques qui entendaient nourrir le débat. Mais on n'a pas suivi ça particulièrement, si vous voulez. Il faudrait voir sur le terrain, mais ça ne dépendait pas de nous. Les bandes étaient évidemment mises à disposition, puis elles ont été transcrites dans le rapport. Il y a eu un rapport en 2 volumes, un volume qui était le rapport lui-même et l'autre volume plus épais qui était la transcription des débats qui avaient eu lieu devant la télévision. Donc, et le texte et les bandes ont été mis à la disposition de tous ceux qui le souhaitaient. Et donc je pense qu'il y a eu une diffusion, mais inégale selon le souci des enseignants de faire participer au débat leurs élèves. Il n'y a pas eu de...